la TOC, Gaston, Guylaine, Nelson et Steve. On vous souhaite la bienvenue et on est très heureux de vous recevoir, très heureux que vous soyez venus à ce 14e congrès de la TOC et probablement le dernier. C'est aujourd'hui à l'Assemblée générale qu'on va décider si la TOC continue ou pas. Parce que aujourd'hui, il y a 3 personnes qui sortent sur les 5 et il faut être 5 pour continuer. Donc, pensez-y dans la journée. Si vous n'êtes pas membre mais vous êtes intéressé, mentionnez-le et puis on va être heureux que vous soyez membre. Et puis, ben, c'est ça, à l'Assemblée, c'est là qu'on décide si on continue ou pas. Sinon, fait que pensez-y, c'est important. Merci aux compagnies et aux représentants d'être là et d'y participer. Entre chaque... c'est Gaston qui va vous expliquer le déroulement de la fin de semaine, surtout ceux-là qui n'ont pas amené leur horaire. Là. Entre chaque pause et au repas, les compagnies sont ouvertes, le stand, les stands sont ouverts. Je vous demanderai de prendre le temps de poser des questions, de connaître encore plus les produits. Ils sont là qu'aujourd'hui, demain il n'y en aura pas, fait que profitez au maximum. Ensuite de ça, c'est pas mal tout. Avant de passer à notre premier... l'Assemblée générale est à 16h cet après-midi. Fait qu'avant de passer au premier, je vais laisser la parole de notre premier conférencier. Je vais passer la parole à Gaston et ensuite, je vous reviens. Alors, bonjour tout le monde. Gaston. Merci au conseil d'administration de m'avoir confié la chance d'organiser ce congrès-là. D'abord, je vais être la personne la plus désagréable du week-end parce que c'est toujours moi qui vais vous déranger dans vos activités. Le respect du timing au niveau des horaires, c'est important. Pour nous, pour respecter aussi le temps pour chacune des conférences et pour aussi au niveau de l'hôtel, au niveau de la restauration, si vous voulez manger chaud, ce serait bien qu'on arrive à l'heure. Je m'adresse particulièrement aux madames. Vous les avez dans le fond de votre sacoche avec un son dans le top. Quand il y a un conférencier qui parle, puis que les messieurs, c'est pas long, nous autres, on fait flou, puis ouais, allô! Mais les madames, c'est hey, il va le fond de la sacoche. Mais il y a une petite particularité, c'est pour ceux qui sont de garde, vous êtes tous de garde, bien évidemment, la petite vibration. Ou alors, fermez-le, question de respect pour les conférenciers. Lorsque vous allez quitter cette salle, l'hôtel nous a demandé s'il y a des gens qui avaient des intolérances ou des allergies alimentaires, de leur faire savoir. Ils voulaient avoir ça il y a 2 mois, mais comme on ne savait pas qui s'inscrivait, ce matin, je vous fais mention de ça. Venez me voir, vous n'êtes pas obligé de lever la main et dire moi je suis allergique au homard. Là. Vous viendrez me voir. Il faut que ça soit réglé ce matin. Il faut que j'avertisse les cuisines qu'il y a de l'intolérance pour que personne se ramasse avec un choc anaphylactique à quelque part. Là. Donc, gênez-vous pas. Carole vous a parlé de la visite aux compagnies. Si le congrès a lieu, c'est une réalité. C'est parce qu'on a 7 collaborateurs de l'autre côté. Donc, ne vous gênez surtout pas. Ils sont là pour vous. On a fait un changement cette année pour les représentants. On a fait un virage famille. Donc, c'est uniquement le samedi pour permettre à ces gens-là, ces messieurs et ces madames-là qui ont des familles, parce qu'ils sont sur la route la semaine, mais souvent dans les congrès fin de semaine, on a décidé de leur libérer le dimanche. Dans votre pochette, vous avez une petite enveloppe avec des coupons repas. Donc, si vous ne voulez pas retourner à votre chambre d'hôtel, cherchez le petit coupon que vous n'aurez pas au repas, traînez-le. Vous pouvez le mettre dans votre cocarde pour être certain de ne pas les oublier. Vous en avez 4, le dîner de ce midi, le cocktail, le banquet de ce soir et le dîner de demain midi. On a réservé 50 places pour aujourd'hui et
Et demain, on a diminué à 20 parce qu'on s'est aperçu que les années qu'on payait pour 50 le dîner du dimanche, il y en avait à moitié de partie. Donc, tout le monde va être accepté, mais si les gens quittent, j'aimerais juste savoir si ceux qui vont quitter demain, de nous faire savoir parce que les cuisines en préparent pour 50 aussi. Ils n'aiment pas ça quand on se présente juste à 20-25. C'est un petit peu tannant parce qu'il y a de la perte de nourriture. Êtes-vous de bonne humeur? Oui. Toi? Oui. Un peu endormi, là, parce que là, j'ai pas beaucoup de café de prix encore. J'ai pas encore mon premier silex de prix. Êtes-vous stressé? Non. Ah, merci, monsieur. Votre conférence était très intéressante. S'il n'y a pas de stress, on l'oublie ça. Moi, je suis stressé un peu, mais... Donc, à l'intérieur de votre pochette protecteur, pour ceux qui ne l'ont pas vu tout à l'heure, mais ceux qui n'ont pas fouillé à l'intérieur, vous avez un stylo, stylet, lampe de poche. Et vous avez aussi la clé USB qui contient la conférence du lac mégantic, la conférence de Valleyfield, les deux colloques qu'on a eus au cours de notre dernier mandat. Et vous avez également les conférences du week-end. Donc, vous avez ça à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que ce matin, vous n'avez pas de papier. On vous demande uniquement d'avoir de l'écoute pour les conférenciers. S'il y a des questions, on répond. Vous avez vu l'identification des gens de l'exécutif. Donc, nous, on est là tout le week-end pour vous rendre la chose facile. Fait que, j'ai fait rigoler les gens, j'ai fait le clown. On vous a chargé un montant. Donc, normalement, on ne vous a pas chargé 1 000 $ pour la rigolothérapie. Le clown était gratuit. Finalement, on n'est pas si payé que ça. On leur charge beaucoup moins cher que nos cadres. Merci, Gaston. Alors, en gros, il y a une première conférence ce matin qui va être en 2 parties. C'est la conférence sur le stress. Entre les 2 parties, il y a la pause, donc visite des exposants. Après ça, midi, c'est le dîner. La deuxième conférence, c'est encore une fois en 2 parties. La conférence sur les soins, prévention des infections au site des plaies orthopédiques avec Mme Saint-Onge. Encore là, il y a une pause, donc encore là. Après ça, il y a l'Assemblée générale à 16 h. Visite des exposants, encore une fois, jusqu'à 17 h à la fin. Il y a le cocktail à 18h30 et le souper à 19h. Pour aujourd'hui. Demain, on verra. Notre premier conférencier, j'enlève mes lunettes parce que je ne lis pas toujours bien. Biologiste de formation, enseignant de sciences au secondaire depuis 30 ans et conférencier depuis 8 ans sur les thèmes socio-psychologiques comme le décrochage, l'intimidation, l'attachement, l'adolescence, les différences entre hommes et femmes. Il aime beaucoup la science pour expliquer et comprendre les choses. Je vous demande d'accueillir notre premier conférencier, M. Christian Véronneau. Alors, bonjour à tous. Ça me fait drôle parce qu'en général, je forme des enseignants, mais en fait, tous les publics se ressemblent. Alors que je suis avec des élèves, on voit la même chose, des cellulaires qui sonnent. Moi, parce que je suis enseignant, si un cellulaire sonne, c'est sûr que je le prends, je le confisque. C'est un réflexe professionnel. Alors, si ça arrivait, je voulais vous dire, j'essaie d'être expéditif. Alors donc, on va essayer de prendre ça à la légère, parce que même si c'est une conférence sur le stress, ce qui est mon intention, c'est que vous sortiez d'ici non seulement moins stressé, mais que vous appreniez à gérer le stress dans votre vie de tous les jours. C'est surtout ça qui m'importe, que vous repartiez d'ici mieux équipé, gérer votre propre stress, le stress de vos patrons, le stress de vos collègues, le stress des gens que vous soignez, le stress de n'importe qui que vous croisez, en supposant que ça a toujours les mêmes racines, les mêmes bases et que ça tient à bien des éléments communs qu'on va essayer de résoudre. Donc, on prend toujours le mammouth pour le représenter. L'idée dans ça étant que le stress est une réponse physiologique. C'est une réponse pour laquelle vous n'avez aucune façon de l'atténuer, de la stopper, de l'arrêter. C'est donc une réponse qui doit sortir, mais il y a moyen de la calmer, parce que c'est une réponse qui est vieille autant que l'humanité.
c'est une réponse au danger. Le cerveau humain, sa première caractéristique, c'est de repérer le danger. C'est la première chose pour laquelle il est fait, donc de réagir, repérer le danger et réagir. Et le stress, c'est une forme de réaction, c'est une des nombreuses réactions. Le stresseur va être un mammouth dans une bonne partie de notre temps. Il faut penser que si vous voulez un parallèle de temps, il y a 7 millions d'années à peu près que les premiers australopithèques se sont tenus sur deux pattes. Fait que si vous repartez le plus loin possible du genre humain, 7 millions d'années, 99% de ce temps-là a demandé d'avoir une réponse au stress extraordinaire. On va voir tantôt qu'un bébé vient au monde incapable de résister au stress. Chez le bébé, c'est inhérent à sa survie d'être capable, c'est donc dans les réflexes humains les plus profondément instinctifs, et c'est les soins parentaux qui vont calmer le bébé et lui amener à trouver des mécanismes de retenue de ce stress-là, qui va généralement être associé avec n'importe quel soin normal. Donc, vous allez avoir parmi vos patients 35% à peu près des gens, si vous traitez des enfants, des adultes, 35% de la population a des gros problèmes d'attachement. Ça veut dire relations difficiles dans la famille et donc soins prodigués à cet enfant-là mitigés et résistance au stress pas tellement appliquée. Et donc, on va voir chez les gens qui sont, on va voir que très, très tôt dans la vie, si vous n'êtes pas pris en soin, si vous n'êtes pas dorloté, vous allez avoir une résistance au stress qui ne se construira pas et vous allez être sensible au stress toute votre vie. Ça se joue très tôt sur toutes sortes d'éléments. Alors moi, comme on le disait tantôt, je suis biologiste de formation, j'enseigne la physique, la chimie. Le stress fait partie inhérente du métier d'enseignant parce que c'est une forme particulière, mais dès qu'on travaille avec le public, le stress des autres est très communicatif. Il n'y a rien comme quelqu'un de stressé pour être contagieux et donner autour de lui un peu ce... Vous en connaissez peut-être du monde qui sont stressés, vous auriez dû les amener. Alors, donc, j'aime dédier tous mes ateliers à mon père, qui est celui qui m'a insufflé la curiosité de m'intéresser à ça, parce que je ne suis pas, comme les autres, je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas quelqu'un qui vient me former, je ne connais pas tellement votre spécialité, j'ai jamais eu de plâtre de ma vie, et je m'en excuse, là, c'est quasiment une insulte de me présenter comme ça. Je connais du monde qui en ont eu, mais il n'y en a pas eu dans ma famille proche. J'ai pas eu de frères qui ont eu de plâtre, j'ai pas eu de parents qui ont eu de plâtre, ma fille n'a jamais eu de plâtre. Alors, je suis désolé, si vous voulez que je m'en aille, je vais comprendre. Ouais. Le principe de la plupart des conférences que je donne, c'est d'amener un peu de science pour arriver à comprendre les phénomènes. Et donc, on ne peut pas combattre ce qu'on ne peut pas comprendre. Alors, l'idée dans ça, c'est de vous expliquer d'où vient le stress, pourquoi on est comme ça et comment on va le combattre, espérant que ce que je vais vous montrer va être efficace pour vous. Comme je le disais, vous reconnaissez peut-être des gens de votre famille, vous reconnaissez peut-être des gens de votre milieu de travail. En général, vous êtes plus vers la droite que vers la gauche, la plupart des gens que vous allez croiser, mais le mécanisme qui répond est aussi utile chez tous les mammifères. Le stress, c'est large dans le règne animal, c'est les mêmes réactions, les mêmes ondes cérébrales qui nous arrivent. Mais nous, on vient de loin, et donc le stress, et c'est pour ça, c'est le lien avec le mammouth, ça va être quelque chose qui ne change pas selon les conditions de vie. Que le stress soit un vrai mammouth, que ce soit un tigre à dents de sable, que ce soit une forêt, que ce soit une tribu ennemie qui vous attaque, ou que vous soyez dans votre voiture en plein milieu de la grosse circulation, le stress, c'est pareil. La différence, c'est qu'il y a du stress vrai, puis il y a du stress pas vrai. Et le stress pas vrai déclenche les mêmes réactions que le stress qui est vrai. Et c'est ce qu'on va voir, comment on peut contrôler ça. Alors, évidemment, notre passé, 99% de ce 7 millions d'années-là, s'est passé dans un contexte sauvage, où on affronte des animaux sauvages, où on n'est pas sûr de manger dans la journée, où on n'est pas sûr de survivre à la journée, et on vit dans une structure qui s'appelle le clan, donc un petit groupe, une dizaine de mâles, une dizaine de femelles, une vingtaine d'enfants, et on a des ressources autour, puis on a des gens qui veulent accaparer notre territoire, les sources de stress sont majeures, mais l'animal qui a mangé le plus d'humains dans l'histoire des humains, c'est ça. Ça s'appelle un tigre à dents de sabre, charmant, il n'y en a plus, c'est dommage, mais mange un humain par repas à peu près. Et très vorace, va s'attaquer généralement aux plus petits, aux plus faibles, à ceux qui vont être isolés. Donc, on a affronté des bêtes féroces, c'est pour ça qu'on a besoin d'un mécanisme. Notre vie était
beaucoup orienté sur ça. Et quand ce n'était pas des animaux terribles qui nous mangeaient, c'était d'autres qui nous écrasaient. Alors le mammouth est beaucoup associé. Si le stress, ça vous intéresse comme notion, la revue Mammouth est publiée par l'Association québécoise du stress humain. Fait que si vous cherchez revue Mammouth, vous allez tomber, c'est des formats en PDF que vous pouvez télécharger. Il y en a pour les gens au travail, il y en a pour avec les enfants, il y a beaucoup de détails qui peuvent être utiles, et c'est des gens qui sont des spécialistes. Donc, on a eu un passé qui nous a amené à avoir à se défendre beaucoup, mais souvent, le stress, la détection qu'on en fait, là, la capacité qu'on a de voir un élément dangereux, ça nous donne quelques secondes pour être capable d'affronter. D'esquiver, de se cacher, de trouver une arme, etc. Alors, ces quelques secondes-là de réaction extraordinaire amenaient la possibilité de survie. Donc, on a un cerveau qui se met en alarme dès qu'il y a un danger, ce qui est une bonne chose, et la réaction au danger, ça s'appelle le stress. Mais dans votre vie, le danger n'est pas très présent. En tout cas, je ne connais pas votre vie personnelle, peut-être que le danger est très présent, peut-être que vous êtes un super-héros le reste du temps, je ne sais pas. Alors, Hans Selye, qui est le chercheur qui a le plus travaillé à rendre ça comme une maladie, une condition physiologique, donc avec des principes biochimiques qui s'expliquent, des notions qui amènent qu'on peut le soigner, qu'on peut le traiter, qu'on peut donner de la médication. Hans Selye, qui est venu au Canada pour la plupart du temps pour ses travaux, donc dit, s'il n'y avait pas de stress, on serait mort. Le stress, c'est une réaction, et donc c'est normal, le dosage étant toute la différence. Donc, le stress inhérent à la vie, généralement positif parce qu'il fait sortir le meilleur de vous. Quand vous êtes stressé, vous êtes en production, vous êtes en résistance et vous êtes généralement dans quelque chose d'agréable. C'est-à-dire que n'importe quel travail va vous demander d'avoir un certain niveau de stress, d'avoir de l'adrénaline et du cortisol qui vont circuler dans votre corps parce que le stress, c'est ce qui vous donne de la drive. C'est ce qui vous amène à être fonctionnel à un niveau que vous aimez. Ça, c'est du stress positif. Donc, l'étude du stress plus fondamentale, avant ça, on pensait que les gens étaient bizarres, particuliers. Le stress a été traité longtemps de manière un peu comme des maladies mentales. On vous soignait, mais on avait tendance plus à vous enfermer, à retourner chez vous ou à vous expérimenter dans une procédure qui était particulière et bizarre. Puis il y a des cas depuis le début des années 1900 où on a essayé toutes sortes d'appareils pour gérer le stress. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est sûr que ça amenait d'autres effets. On en parlerait dans un autre cadre. Donc, les travaux 1936 à l'Université de Montréal, ça fait un bout de temps qu'on étudie ça. Et le mot stress vient de l'ancien français qui dit déstress ou destress, qui était le mot qu'on comprend détresse, mais les accents n'existaient pas dans cet ancien français-là. Alors la notion de stress est sortie de ça. Et le stress, par définition, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour s'adapter à un environnement, à un événement, à des conditions données. Ça représente l'essai de retour à la tranquillité ordinaire. Donc, on essaie de s'ajuster pour ramener notre corps aux conditions de départ. Donc, c'est une réponse non spécifique à toute demande qui lui est faite. Fait que vous ne pouvez pas dire que c'est une réponse au mammouth, au tigre à dents de sabre. C'est une réponse à n'importe quoi. Donc, ça peut être la voiture devant vous qui vous stresse, ça peut être le conducteur, ça peut être les enfants. L'argent va être une source de stress, on va en voir plusieurs. Alors, l'organisme répond pour ramener l'homéostasie et donc vous ramener à un fonctionnement qui est normal. Alors, vous avez un exemple. C'est important à intervalles réguliers de mettre des bébés ou des animaux à fourrure pour que tout le monde retrouve là, un peu le sourire et du monde comme ça. Alors, vous voyez que c'est une réaction au stress, c'est-à-dire c'est automatique. On pourrait donner à ce bébé gorille-là tous les avertissements à l'avance. On pourrait le faire 50 fois de suite. Son corps va réagir pareil. Et vous voyez cette espèce de grimace-là, les poings qui se serrent et la vie qui avait l'air d'aller bien va moins bien. Fait que pensez à ça quand vous avez à soigner spécialement des jeunes enfants. C'est un peu ça. Il y a une partie inhérente à ça qui n'est pas contre vous, qui est une manifestation de « Oups, c'est bizarre ce que tu me fais, et c'est bizarre, j'aime pas ça. » Je te dis pas d'arrêter, mais presque. Bien, il faut comprendre que c'est une réponse automatique, que ce n'est pas dirigé contre vous.
Alors, quand on est stressé, vous connaissez peut-être ça, là, moi comme je suis biologiste, j'essaie de bien vulgariser toutes les choses qui vont être scientifiques, je n'essaie pas d'anticiper ce qui est votre bagage à vous, là. Je présente ça autant à mes élèves qu'à des collègues enseignants. Le cerveau est fait de 3 étages qui nous sont arrivés dans l'évolution. Alors, il y a à peu près 250-300 millions d'années, les premiers cerveaux sont apparus chez les reptiles. Ce cerveau-là, reptilien, est un cerveau basé sur des instincts. Un être humain vient au monde avec 25% de ce qu'il va apprendre dans sa vie qui est déjà installé dans son cerveau, c'est les instincts. Les instincts, c'est comme des comportements automatiques. Chez un reptile, c'est de l'ordre de 90%. Fait qu'un reptile, dans sa vie, il n'apprendra pas beaucoup de choses. Il sait pas mal tout ce qu'il a à savoir. C'est des instincts, c'est des réactions automatiques. Plus tard, il y a à peu près 180 millions d'années, est arrivé un cerveau qui était plus celui des mammifères. Donc, la faune s'est diversifiée à partir des premières formes d'animaux. Et là, on arrive avec des animaux qui vivent en groupe. Alors que les reptiles sont assez isolés, les animaux qui vivent en groupe ont besoin d'un instinct de groupe. Ils ont besoin de s'aimer, de bien s'entendre ensemble, de se protéger les uns les autres. Et arrive un deuxième étage de cerveau qu'on a encore, qui s'appelle le cerveau limbique. Tout ce qui est en jaune, c'est le cerveau qui gère surtout les émotions. Il est dans l'affectif. J'aime, j'aime pas. Et vous avez au-dessus de ça le cerveau cognitif qui, chez les primates supérieurs, donc chez les grands singes, a pris beaucoup de place, et chez les primates supérieurs, beaucoup plus de place, et chez l'humain, une grosse place. Le néocortex, c'est ce que vous mettez en place ce matin. Alors moi, j'essaie de toucher un peu l'affectif. Je vais essayer de ne pas trop vous lancer dans les réflexes instinctifs, ça peut être dangereux. On ne se connaît pas, puis on va avoir des affaires surprenantes. Alors on va être beaucoup dans le néocortex, c'est beaucoup l'apprentissage. Et l'information arrive d'en bas. Fait que dès qu'un étage est bloqué, l'information ne monte pas. Par exemple, si tout d'un coup, je me penche vers mon sac, que je sors une mitraillette, vous allez possiblement vous dire « Ah, ça y est, il va tirer sur nous. Ça m'est arrivé l'autre fois, des gens comme ça qui capotent. » Alors, vous allez peut-être tomber à « J'ai peur », mais peur dans le sens de, pas de la conscience de la peur qui est ici, mais plus l'idée de réflexe. Fait que vous allez pousser les gens devant vous, vous allez vous coucher derrière les chaises, vous allez vous lancer vers la porte, et vous allez d'une manière, vous protéger. Ça, c'est instinctif. Quand un animal a peur, quand un humain a peur, c'est qu'il est à cet étage-ci. Et quand vous avez des stratégies, alors vous regardez un film, puis il y a une auto qui pourchasse un individu, puis vous dites pourquoi il court en ligne droite, pourquoi il ne se tasse pas, pourquoi il ne tourne pas là où l'auto ne peut pas aller. Tourner, décider du chemin, c'est dans le néocortex. Avoir peur, c'est là. Il n'y a même pas peur, il est juste dans la fuite. Et la fuite, c'est sans réfléchir. Tu cours le plus vite possible et théoriquement en ligne droite. Quand vous frappez, mettons, un chevreuil, mettons que vous imaginez un chevreuil tout sympathique qui se promène dans la forêt et il arrive sur la route. Pour lui, c'est juste une place où il n'y a pas d'arbres. C'est pas une route, il y a des voitures qui vont passer. C'est juste une place où il n'y a pas d'arbres. Alors, si, supposons, une voiture s'en vient, le chevreuil, ce qu'il fait, c'est qu'il voit 2 feux de circulation, parce que c'est généralement le soir, 2 lumières. Pour lui, 2 lumières, c'est 2 yeux. Donc, ce qui s'en vient, c'est possiblement un prédateur. Et instinctivement, le réflexe d'un chevreuil devant un prédateur, c'est quoi? C'est de ne pas bouger. Parce que le prédateur, il va le voir bouger. Il va faire du bruit en bougeant. Donc, pour lui, c'est une bonne stratégie de ne pas bouger. Et là, vous le frappez, puis après, vous allez le voir, l'espèce d'idiot, tu aurais dû te tasser, il me semble, je t'ai donné amplement de temps, j'ai même klaxonné. Non, c'est une stratégie qui a payé, c'est un réflexe, ça ne demande pas de la réflexion. Fait qu'il n'a pas réfléchi disant « Oh, c'est subtil, il va peut-être essayer de m'avoir, je vais rester là, puis à la dernière minute, je vais me tasser. » Il ne réfléchit pas. Il applique une stratégie qui est dans son cerveau, qui est un réflexe, qui est automatique. Alors, on a, si je reviens, donc, quand on est menacé vraiment, on revient aux instincts, on n'a pas peur, on n'a pas d'émotion, on ne réfléchit pas. Alors, quand vous avez un patient qui panique parce que sa survie est menacée, là, vous traitez avec du monde souvent qui ont mal, j'imagine? Oui? Les gens que vous voyez, ils ont mal quelque part. Quand on a mal quelque part, surtout quand on est un jeune enfant et qu'on ne comprend pas, on va retourner beaucoup au cerveau instinctif. Fait qu'on va avoir la tendance de donner peut-être des coups de pied, de chercher à se sauver, de chercher à répondre à une agression. Vous allez donner de
de l'inconnu, puis des choses qu'il ne connaît pas, puis il a déjà mal, et vous vous concentrez sur là où il a mal. Une espèce de sadique. Vous savez, hein? Je pense que c'est nécessaire quand on devient technicien en orthopédie, un peu sadique. Alors, un enfant, les adultes aussi à l'occasion, mais les adultes sont capables de réfléchir et ont déjà vu, puis ont peut-être déjà eu l'occasion d'accidents avant. Mais les jeunes enfants vont tomber au cerveau reptilien et donc, en tombant en réflexe instinctif, même si vous parlez, même si vous essayez de raisonner, il n'est pas là. Fait que quand quelqu'un est dans son cerveau instinctif, ce qu'il faut, c'est vous-même ou le parent qui accompagne, qui le prenne, qui le serre, qu'on le ramène à quelque chose de très, très profond dans la nature humaine, qui est le calme apporté par la présence d'une personne qui nous protège. Donc, un enfant, des fois, là, quand il est là, il n'y a comme pas grand-chose à faire. Alors, il faut être capable de voir que dans la psychologie d'intervention, il y a des fois où il faut vous retirer, laisser quelqu'un qui est une personne du milieu familial proche qui va ramener, et là, on est protégé. Fait que là, on va être juste dans la peur, la perturbation, mais ça, vous êtes capable de le gérer parce que ça se parle, ça s'explique, et on va le voir tantôt, comment on réagit. Quand on est stressé, notre corps se transforme. Vous allez voir, si vous tombez sur un roman qui est bien écrit, les bons auteurs sont capables de décrire ça. Quand vous êtes en danger, le temps passe plus lentement. Votre vision devient plus claire. Vous allez avoir des détails, vous ne voyez plus le monde pareil. Alors, quand vous êtes stressé, ça se passe automatiquement. Vision plus précise, plus claire, les sens, l'odorat, le toucher deviennent extrêmement sensibles et vous allez avoir des réactions particulières comme production de sueur pour rendre votre peau glissante parce que le stress dans notre ancienne vie, c'était associé à des prédateurs qui essayent de nous manger. Fait qu'on essaie d'être glissant pour pas qu'ils nous mangent. Ça a l'air banal en 2015 de dire quand je suis stressé, moi je transpire. Transpirer, c'est un mécanisme de défense pour se rendre glissant. Vous allez avoir des réactions internes très particulières, mais votre rythme cardiaque augmente, votre rythme respiratoire augmente, votre transpiration augmente, votre fonction immunitaire se réduit presque à zéro, les fonctions digestives arrêtent complètement. Vous êtes en mode de toute l'énergie du corps sert à affronter. Alors que ce soit un vrai stress d'un animal féroce qui vous attend, ou que ce soit un faux stress, qui est un stress de la vie courante, mais qui n'est pas menaçant sur votre vie, vous allez avoir toutes ces réactions-là. Et comprenez que si vous êtes assis dans votre auto et que vous devenez la personne stressée, ou si vous êtes à votre travail, en plein travail, et que vous devenez la personne stressée, votre corps, il se prépare à de l'action spectaculaire. Il se prépare à ce que vous partiez à la course à toute vitesse. Il se prépare à ce que vous vous battiez contre tous les gens qui sont autour de vous. Il se prépare à ce que vous preniez n'importe quoi qui est à votre portée et que ça devienne une arme. Mais vous ne faites pas ça. Alors, imaginez une auto que vous mettez au neutre et vous appuyez sur la pédale de gaz en masse. Bien, votre corps a le gaz au fond, mais vous êtes au neutre. Et ça, c'est dommageable à la longue pour le cerveau. Parce que le cortisol, qui est l'hormone, c'est un anti-inflammatoire, le cortisol qui va entrer dans les principales manifestations dangereuses du stress, c'est quelque chose qui est fait pour tranquilliser les blessures éventuelles. Donc, votre corps, il va sécréter une substance qui est faite pour dire, si tu es blessé, ça ne sera pas trop grave. Tu t'en rendras même pas compte. Le cortisol sert surtout à ça. Mais le cortisol au cerveau a été, c'est su depuis une vingtaine d'années, ça crée des dommages permanents. Le cortisol en dose trop forte, trop régulière, fait que des gens qui ont beaucoup de stress dans leur vie, et là je vous parlais tantôt là, de 35% des familles québécoises qui ont des problèmes d'attachement, donc de parents qui ne savent pas que quand le bébé pleure, il faut que j'aille le voir et que je règle son problème, qui ne sont jamais sûrs, ça existe. Alors dans le monde que vous voyez, dans le monde que vous côtoyez, il y a une personne sur 3 qui a passé à travers une famille qui n'était pas fonctionnelle. C'est-à-dire pas capable d'adresser les besoins, pas capable de protéger quand c'était le temps, pas capable d'organiser quand c'était le temps. Alors ça donne beaucoup de gens qui vont avoir pas appris à gérer leur stress, pas appris à pas l'exprimer, et vous pouvez tomber donc dans des conditions où les gens, ça peut être vous, mais d'autres qui se transforment comme ça.
Et se transformer comme ça, c'est être prêt à acheter sa vie à prix cher. C'est être prêt à se défendre le bec et ongle. Donc, vous êtes dans des conditions extrêmes, mais vous ne faites rien. Et c'est ça qui est nocif pour votre corps. Donc, ça te prépare par des réflexes. Je vous disais qu'on tombe à un niveau instinctif. Affronter ou fuir. Il y a une troisième variante chez certaines personnes, figer. Il y a des gens qui, sous la peur soudaine, vont être paralysés. Ils ne sont pas capables de se sauver. C'est encore là une dépense nulle par rapport à une somme d'énergie qui est tout le corps bouillonne en dedans de faire quelque chose. Et la personne est comme figée. Il n'y a rien, elle n'arrive pas à se décider. En général, c'est assez récent parce que chez les animaux, chez tous les organismes vivants qui étaient associés au stress, il fallait affronter si on se sent capable, fuir si on n'a pas les ressources pour. Alors, quand on regarde, et là on n'entrera pas dans un niveau très approfondi de science, mais ne serait-ce que pour se faire une idée plus précise, la menace détectée, comme si le cerveau, c'est sa principale fonction, l'alarme est donnée, l'hypothalamus, qui est le chef d'orchestre des fonctions émotionnelles, mais qui gère en plus beaucoup de choses, dont ça, va activer le système nerveux sympathique qui actionne les glandes médulo-surrénales et on va produire surtout de l'adrénaline qui active les fonctions de réponse, donc musculaire. L'adrénaline, c'est fait pour donner plus de puissance aux muscles, donner plus de rapidité aux muscles, donner plus d'approvisionnement. Et de l'autre côté, vous avez une autre hormone qui va, elle, aller sur tout près des médulo-surrénales et cortico-surrénales. Fait que les glandes importantes sont au milieu du corps pour amener l'hormone à circuler rapidement partout. Et ils vont produire le cortisol. Le cortisol, lui, va être associé à accumuler des réserves au cas où on en a besoin, ramener des réserves après l'incident parce qu'on en a dépensé beaucoup, et être un anti-inflammatoire. Fait que vous avez donc deux réponses, l'adrénaline côté musculaire, qui va augmenter la fréquence cardiaque, le côté respiration plus rapide, et le côté musculaire prêt à agir, et le cortisol qui est comme en soutien de ça. C'est la réponse normale. Alors, quand ça s'active, tout ça, il y a un mécanisme de contrôle où votre hippocampe, qui fait partie du système limbique, qui est dans la structure qui retient un peu les choses qui se sont passées, va apprendre de l'événement, apprendre la réaction. Ah, c'est pas grave. Ah, la prochaine fois qu'il se passe ça, je vais avoir une meilleure conscience je vais moins réagir. Et là, vous allez freiner l'hypothalamus qui arrête de stimuler les glandes et on arrête la production. Il y a encore du cortisol et de l'adrénaline, ça va être recapté, ça va être enlevé de votre corps et vous réagissez bien, vous vous calmez. Un stress normal, là, le système a un délai de 10 minutes. Un stress normal dans votre vie, ça ne devrait pas durer 10 minutes. C'est-à-dire, dans le mécanisme biologique de réponse, au bout de 10 minutes, ou bien tu es mort, ou bien tu es sauvé. Si tu n'es pas un des deux, ça ne sert à rien, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, le mécanisme est fait pour qu'en 10 minutes, les conséquences négatives d'un prolongement vont apparaître. Alors, s'il y a un effet qui est répétitif, qui est intense, qui est particulièrement sur vos boutons à vous, parce que les causes de stress sont variables d'une personne à l'autre, ça va amener un système qui ne se freine pas. L'effet va être toxique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de reconnaissance de « Ah, c'est pas grave », c'est plus, ce que vous apprenez, c'est « Ah, c'est encore ça », ça revient souvent. Et donc, quand la flèche jaune va signifier que là, il n'y a plus de mécanisme d'arrêt parce que vous êtes en compréhension que ce qui vous stresse, ça va vous stresser encore dans 1 heure, ça va vous stresser encore dans 2 heures, ça va vous stresser encore ce soir puis demain matin. Alors là, le stress devient chronique, c'est-à-dire que la réponse va devenir automatique et elle n'a plus de freinage. Alors, vous produisez de l'adrénaline et du cortisol, vous vous préparez à l'action, mais vous n'êtes pas dans l'action et ça continue. Et le stress chronique, les femmes sont plus sujettes au danger que ça cause, spécialement à partir de l'âge de 15 ans. Avant 15 ans, les garçons sont plus sensibles. Après 15 ans, les femmes résistent bien au stress immédiat, mais le stress chronique à long terme va causer plus de dommages. On va le voir. Donc, au bout de 10 minutes, ça remonte au cerveau et des études montrent que chez un jeune enfant, un stress régulier va amener des dommages au sens de troubles d'apprentissage pour toute sa vie et non-résistance au stress. Alors, ça va briser des liens, des zones particulières dans l'apprentissage.
Alors, c'est le fun, il existe l'école. L'école, ça permet de montrer toutes ces blessures-là. Mais dans 99% de notre temps, il n'y avait pas l'école. Donc, les blessures que le cortisol faisait, on s'en apercevait plus ou moins parce qu'on était dans une structure où on n'avait pas énormément d'apprentissage à faire. Mais un jeune bébé, à qui vous donnez ça comme condition de vie, va lui poser des gros problèmes et on peut dire qu'à l'avance, s'il vient d'une famille où on a une dynamique de stress, il y a des gens comme ça chez qui c'est quasiment naturel, c'est un talent. Ils vont produire, provoquer ça, amener ça et donner ça comme environnement. Un enfant dans ces conditions-là va poser des graves problèmes. Alors, ça amène à des graves problèmes. Quand on va parler de burn-out et de dépression, souvent c'est mélangé. Quand on est au niveau de la production de cortisol, le burn-out, c'est une réponse insuffisante. Quand vous êtes en burn-out, vous êtes en trouble d'adaptation. Vous n'arrivez plus à vous adapter, qui est la raison du stress. Le stress, c'est pour s'adapter aux nouvelles conditions. Fait que quand vous êtes en burn-out, c'est associé au travail et spécifiquement au travail, et vous n'êtes plus capable de vous adapter au stress du travail. Donc, votre corps se met à sous-produire, donc moins produire du cortisol. Vous êtes en réponse inadéquate. Et comme je vous le disais, le stress à ce niveau-là, il est correct, il est normal, il est même nécessaire. Le stress à ce niveau-là est dangereux. Mais quand vous êtes en sous-production, vous n'êtes même pas capable d'atteindre le niveau d'être fonctionnel. Fait que votre travail devient gros, votre travail devient compliqué, votre travail devient source de mésadaptation. Et là, on va vous mettre en retrait. Quand on est en retrait, bien, on est loin de la cause. On reprend tranquillement le cours de sa vie. Ça prend une semaine, un mois, 6 mois, 1 an. On en revient. Parce que comme le travail est la source, il faut s'adapter. Puis c'est juste quand on retourne au travail qu'on va savoir si on a fait une bonne adaptation, si on a trouvé les bons trucs, les bons tenants et les bons aboutissants. Alors que la dépression, c'est une réponse capotée. C'est une réponse où là, le corps est en panique totale. Et là, la réponse, c'est une surproduction d'adrénaline, mais surtout de cortisol. Alors là, il y a des dommages au cerveau qui peuvent arriver. Là, une dépression, c'est que vous n'avez plus le goût de rien. Ce n'est pas le travail qui est un problème, c'est la vie en général. Ça fait des gens qui n'ont pas le goût de se lever le matin. Et la dépression va se soigner différemment chez les hommes et chez les femmes. On va le voir tantôt. Donc, des particularités. Chez les femmes, 2 à 3 fois plus souvent affectées. Les hommes sont orgueilleux, les hommes ne le manifestent pas, donc la surproduction de cortisol va moins paraître. Fait que les femmes se font plus soigner. Un homme qui est en dépression va rarement aller voir un médecin. Un homme qui est en dépression va essayer de régler ça tout seul ou avec des amis. Et généralement, si on peut inclure un marteau et des clous, pourquoi pas? Alors, chez les femmes, c'est de la tristesse, de la mélancolie. La vie ne va pas. Baisse de sérotonine, il y a 3 neurotransmetteurs importants, essentiels au niveau du cerveau. Les 3 neurotransmetteurs sont associés avec la plupart des troubles qui demandent de la médication en termes de comportement personnel. La sérotonine, c'en est un. Fait que il y a 1001 choses auxquelles sert la sérotonine, mais c'est l'hormone de la bonne humeur. Alors, quand vous manquez de sérotonine, vous êtes en dépression. Ça, c'est chez les femmes. Et donc, la sérotonine est associée à l'estrogène, typiquement féminin. Donc, on va prescrire, en réponse à ça, des boosters de sérotonine. Vous savez, la dépression, c'est connu depuis 150 ans. Depuis peut-être 100 ans, on a adressé ça avec des médicaments, des remèdes, en fait, pas de médicaments, mais des remèdes qui étaient des appareils très particuliers. Depuis à peu près 30 ans, là, on est dans les études. Fait que là, on a cherché quels médicaments pouvaient soigner. Mais les femmes ne sont pas fiables. Fait que quand on faisait un groupe d'études, les femmes ont un cycle menstruel qui fait que le taux d'hormones dans leur sang bouge continuellement. Quand on est un chercheur dans les années 60, on dit mon panel, là, mon groupe témoin, ça va être juste des hommes. Mais la dépression n'amène pas les mêmes effets et n'a pas besoin des mêmes boosters chez l'homme et chez la femme. Fait que les premiers antidépresseurs qui marchaient très bien avec le groupe témoin ne marchaient pas du tout avec les gens qui font le plus de dépression, qui sont des femmes. Il a fallu qu'on accepte des femmes dans les groupes témoins pour voir que la réaction n'est pas la même. Il y a plein d'éléments médicaux qui vont être différents en termes de réaction. Une crise cardiaque, un infarctus du myocarde, ça ne donne pas les mêmes symptômes chez une femme que chez un homme.
Fait que si vous êtes un médecin et vous ne vous doutez pas de ça, si vous êtes une femme ou un homme et vous ne vous doutez pas de ça, alors je marquais Zoloft, Prozac, qui sont probablement les antidépresseurs les plus connus. Chez un homme, c'est en général les signes, c'est pas de la tristesse, c'est de la colère, de la rage, de la témérité, des actions qui vont être sans jugeote, là, avec des conséquences qui peuvent être graves. Donc, ils ont moins tendance à consulter, leurs symptômes vont passer inaperçus. Ah, c'est normal, il ne file pas. Il est agressif, il ne file pas. Vous avez peut-être un voisin comme ça, un collègue comme ça, signe de dépression. Donc, chez l'homme, ces deux autres neurotransmetteurs, il y en a trois, la noradrénaline et la dopamine, qui sont ceux qui baissent chez l'homme. On était à la sérotonine qui baisse chez la femme, donc on est ailleurs en territoire, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de d'autres médicaments. Et quand on va donner ces médicaments, on peut donner, mettons, de l'Effexor à une femme, on peut donner du Prozac à un homme, mais l'effet n'est pas antidépresseur. L'effet est à un autre niveau parce qu'on ne va pas booster la même chose qui manque. Alors, donc, le cortisol, qui est voisin, va être une substance qui, dans le corps, met le corps en situation de danger et va faire baisser des niveaux de perturbation, des niveaux majeurs de liquide, de communication. Les neurotransmetteurs, c'est le liquide par lequel les différentes zones de votre cerveau communiquent ensemble. Fait que quand il y a une baisse de ça, c'est un peu comme si vous deveniez plus capable de parler. Votre cerveau ne peut plus se parler. Et donc, la dépression, c'est beaucoup ça. C'est des choses qui vont cesser de fonctionner, qui sont des problèmes qu'on n'est pas capable de gérer de manière normale, et la personne à côté semble tellement à l'aise. Moi, il y a une semaine, moi, il y a un mois, j'étais super à l'aise à gérer ça. Là, je suis plus capable. Selon Anne Sellier, là, on revient au stress. Le stress se passe en phase d'alarme. Donc, vous détectez quelque chose qui est dérangeant. Vous avez une résistance d'habitude, c'est positif. Ce qui amène le stress et les dangers du stress, c'est la surproduction, le fait que ça dure longtemps, donc plus du 10 minutes dont je vous parlais tantôt, qui amène un épuisement. Alors, la plupart des gens, votre travail vous met là. Si votre travail ne vous amène pas en résistance, votre travail ne vous comble pas. Parce qu'un travail qui stimule, c'est un travail qui est supposé d'amener du stress, mais du stress positif. Vous êtes en fonctionnement. Le stress, pensez-y, c'est une réponse pour se battre ou se sauver. Ça met en place beaucoup de mécanismes qui nous amènent à bouger, qui nous rend optimistes, qui fait que la vie va bien. Fait que quand on travaille, on est stressé, c'est normal. La dose, c'est normal. Quand on est, à un moment donné, épuisé, c'est qu'on a atteint le maximum qu'on peut faire et on a la perception, et c'est souvent une perception, qu'on ne peut pas quand c'est rendu là. Des fois, ce n'est pas vraiment rendu là, c'est qu'on perçoit que c'est rendu là, mais on ne peut pas. Et donc, là arrive l'épuisement. Alors, plus précisément, trop peu, vous êtes inactif, ça ne donne rien. Vous êtes calme, donc un certain niveau de stress. Vous êtes en phase de résistance, ça va bien. En vert et en jaune, c'est souhaitable dans une vie. Quand vous passez un certain niveau d'épuisement, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes faible, parce qu'il se présente plusieurs sources de stress en même temps dans votre vie. Il y a des moments où il y a une synchronicité de tous les événements négatifs qui arrivent tout en même temps. Vous allez peut-être être dans ça, puis tout d'un coup passer dans l'épuisement. L'épuisement, les gens intelligents s'arrêtent avant d'atteindre la panique et le burn-out. Alors, quand on s'aperçoit, l'épuisement, là, le nom médical, c'est un trouble d'adaptation. Alors, quand vous voyez que votre environnement, vous n'êtes plus capable de vous adapter, vous êtes dans la phase orange, et la phase orange, c'est plus facile d'en revenir si on sort à ce moment-là. Alors, quand on est dans la phase orange régulièrement, à tous les jours, on est mieux de se sortir, comme je vous le disais, du cadre stressant. Si c'est le travail, si c'est la relation familiale, il y a des stress qu'on peut éviter, il y a des stress qu'on ne peut pas éviter. Parce que va arriver un point où le burn-out, ou même la dépression, quand le niveau de stress va arriver, puis dans le burn-out, on est beaucoup dans la panique. L'épuisement, c'est une chose, la panique, c'est quelque chose d'autre, le désespoir, on est rendu creux. Et le retour à la réalité va venir normal. Mais ça finit généralement bien. Le stress est positif dans votre vie, dans la majorité des cas, donc on va supposer qu'il n'y a pas à s'inquiéter. De nos jours, on va présenter le stress sous le cadre d'une réponse qui répond à l'une des 4 caractéristiques qui sont là. Tous les stress dans la vie ont été classés
dans un système qui va dire, ou bien la situation qui vous arrive qui est stressante, elle est nouvelle, ou elle était imprévisible, vous ne pouviez pas l'anticiper, ou elle est incontrôlable, vous perdez le contrôle, ou elle est menaçante, mais aujourd'hui, on n'est plus menaçant tigre à dents de sabre ou menaçant mammouth. On est menaçant au niveau de l'ego, l'orgueil, perdre la face. Un adulte qui réagit à des soins va en général, s'il a déjà eu un plâtre, c'est pas imprévisible, c'est-à-dire que c'est pas nouveau. Ça peut être imprévisible, ils ne s'attendaient pas à ça, mais en général, les adultes comprennent le processus médical. C'est incontrôlable, tu perds le contrôle, tu attends sur une chaise jusqu'à temps qu'on dise que c'est ton tour. Quand c'est ton tour, on t'installe quelque part et c'est pas toi qui décides. Tu dis pas « Ah, j'ai le goût de me lever, je vais aller prendre une marche ». Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi et la personne qui s'occupe de toi, tu peux pas lui dire « J'aimerais mieux un plâtre en substance transparente, j'aime ça voir ma jambe. J'aimerais mieux un qui pèse rien. J'aimerais un qui m'empêche pas de bouger. » J'en aimerais un qui... Non, tu n'as pas de contrôle. C'est pas toi qui décides ce qu'on va te mettre, c'est des spécialistes qui vont décider. Et menaçant sur l'ego. De quoi je vais avoir l'air avec ça? De quoi je vais avoir l'air marcher avec ça? De quoi je vais avoir l'air chez mes collègues de travail qui vont tous me demander comment c'est arrivé, c'est un stupide accident de ski. Là, je vais être obligé de compter comment je suis maladroit à tout le monde. Fait que qui dit plâtre, dit quelqu'un qui a fait une gaffe. C'est l'association qu'on a. Vous avez eu 8 ans, vous êtes tombé en vélo, c'est quelque chose. Vous avez 30 ans, puis tout d'un coup, vous arrivez avec une jambe en plâtre, vous êtes sûr que tout le monde qui tient à vous va vous demander d'où ça vient. Ça part d'une bonne intention, mais vous avez très peur de ça, et c'est ça une des grandes causes de stress. Donc, on va parler du système ciné. Ciné, comme dans le cinéma, c'est le système pour retenir, parce que dans les stratégies pour arriver à contrôler son stress, il faut l'identifier à quelle catégorie. Et comme ça, le classer. Et le classer, on va voir le système. C, c'est pour contrôle. Perte de contrôle. Alors, l'impression que tu n'es plus la personne qui décide, que tu n'es plus la personne qui veut faire ce qu'elle a à faire. Alors, souvent, comme employé, vous perdez le contrôle parce que vous êtes soumis à des circonstances. Vous êtes soumis à des gens qui arrivent, qui ont besoin de vos soins. Vous êtes soumis à des ordres, des instructions du patron. Le contrôle, c'est quelque chose qui est souvent perdu. Le I pour imprévisible. Donc, on ne l'a pas vu venir, on ne s'est pas préparé. Les gens qui sont très stressés vont apprendre à faire plein de scénarios et supposer toutes les possibilités qui peuvent arriver. Et comme ça, ils vont avoir prévu la majorité des choses. Mais ce n'est pas toujours facile. N pour la nouveauté. Donc, quelque chose dont on n'a pas de repère, pour lequel on ne connaît pas les étapes qui s'en viennent, et l'impression donc de ne pas savoir où on se trouve. C'est tout relié. C'est sûr qu'on perd plus souvent de la face quand on n'est pas en contrôle de la situation, quand on a l'impression que la situation est nouvelle ou imprévisible. Imprévisible ne veut pas dire nouvelle, veut dire je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Un accident est souvent imprévisible. Parce que l'accident va te stresser, parce que là, tu n'avais pas prévu, tu n'as pas pensé à tous les détails. À moins que vous soyez le genre d'automobiliste qui se promène en disant « Si jamais j'ai un accrochage, qu'est-ce que je vais faire? » Bien là, il faut que je prenne mon téléphone, je vais appeler les services d'urgence, je vais regarder si j'ai une blessure, je vais prendre rendez-vous chez mon médecin parce que des fois que je ne soupçonnerais pas, je vais appeler à mon travail pour dire que je ne serai pas là, je vais appeler dans ma famille, il faut que j'appelle quelqu'un qui vienne me chercher, il faut que j'appelle une remorqueuse, etc., la police peut-être. Il y a tout un plan, mais la plupart des gens ne planifient pas pour ce qui va arriver dans leur vie. Le E pour l'ego. Alors, tantôt, quand je disais la menace est beaucoup plus dans la menace moderne, la menace à l'ego, à la réputation, l'impression de perdre la face. Et plus on est orgueilleux, plus on est susceptible de ça. Et dans la société moderne, c'est le stresseur le plus important. Les gens sont orgueilleux, les gens ont peur de paraître faibles parce que dans la société moderne, il faut être fort. On a beaucoup, par exemple, de mères monoparentales, on a beaucoup d'enfants qui sont négligés, qui doivent se débrouiller tout seuls. Leur réputation, c'est ce qu'ils tiennent comme emblème. Et donc, la menace à ça, c'est ce qui va les tracasser le plus. Et vous les amenez dans un hôpital, ça veut dire que quelque chose ne va pas avec eux. Et déjà, ça tracasse un peu. Puis plus ça va aller, plus ça va tracasser. Et la longue attente contribue en rien à améliorer ça. Donc, c'est le stresseur le plus important
le plus fréquemment employé. Dans les 4, là, c'est lui le plus important, mais souvent, ils sont mêlés. C'est rare qu'il y en a juste un. Mais il y en a un principal, c'est toujours lui qu'il faut adresser. Alors, quand c'est l'ego, il faut être capable de lâcher prise sur soi, d'accepter ses particularités. Moi, je suis quelqu'un qui, mettons, qui pleure beaucoup quand je suis à l'hôpital, dans la salle d'urgence. Je vais pleurer continuellement. Pas moi pour le vrai, là, quand même, je ne suis pas de même. Mais mettons, vous êtes comme ça. Il y a des gens qui vont parler continuellement. Il y a des gens qui vont gesticuler continuellement. Il y a des gens qui vont chialer continuellement. Il y a des gens qui vont bitcher continuellement. Il y a des gens qui vont être peut-être agressifs, menaçants. C'est la réponse à l'ego. Je me sens hors de contrôle, je vais prendre le contrôle et je vais écœurer tout le monde autour de moi. Fait que ça me met en contrôle. Donc, dans une situation où j'ai perdu le contrôle, la personne a un remède très efficace. Si vous êtes la personne qui subit ça, vous ne comprenez pas le côté positif que ça a dans la vie de l'autre. Sans ça, vous seriez là à applaudir. Bravo, tu as trouvé quelque chose de bien intéressant. De chahuter, de lancer les chaises partout dans la salle d'attente, ça te défoule, ça te fait du bien, fier de toi. Retiens ça. Puis les autres, si vous ne savez pas quoi faire, peut-être vous pourriez essayer ça. Vous allez reprendre du contrôle. Puncher quelqu'un. Allez engueuler quelqu'un au personnel parce que vous passez pas assez vite. Essayez d'accrocher quelqu'un qui passe, parce que vous êtes souvent habillé d'une manière qui dit « Moi, je peux vous aider, mais ça ne me tente pas. » Et vous passez à toute vitesse à côté. Et là, les gens, ils s'accrochent après vous, ils vous suivent, ils vous